Bonjour à tous. Dernière séance, bien mal numérotée sur ce diaporama puisque j'ai mis un 9 par erreur alors qu'il s'agit de la 5e séance. Donc ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas raté la 5e, la 6e, la 7e et la 8e. Donc on est bien à la 5e et dernière séance, une séance qui était prévue pour être faite en distanciel et de fait elle est faite en distanciel, mais les autres aussi ont été faites en distanciel. Bon, alors il s'agit ici d'accéder aujourd'hui à un autre thème qui surplombe un peu les autres, c'est la question du politique. C'est un peu normal puisque le titre de ce cours, c'est politique éducative, mais ici il s'agit réellement de parler de la dimension de la place de l'école dans le débat politique. Et il s'agit de parler des idées, des réflexions, des conceptions, des principes. Si je place ça à la fin, c'est parce que j'espère avoir réussi à montrer dans les chapitres précédents que ce qui manquait le plus à l'école et ce qui faisait le plus obstacle à son évolution et à son adaptation aux nouveaux enjeux d'aujourd'hui, c'était précisément un projet politique. En effet, si on veut imaginer ce que c'est que le changement, on peut faire ce type de schéma pour étudier les changements dans une organisation. Pour réussir un changement, il faut à la fois une vision, une incitation pour que les gens s'y mettent et aient envie de commencer. Il faut des compétences, il faut savoir comment faire. Il faut des ressources parce que rien n'est gratuit et qu'on a toujours besoin d'outils, de moyens pour provoquer le changement. Et puis il faut un plan d'action parce qu'il faut faire ça dans un certain ordre. Et ça mène au changement. Et on se rend compte que s'il manque un seul de ces éléments dans tout le processus, ça nuit au changement. Ça peut provoquer soit de la confusion, un changement seulement progressif, de l'anxiété, de la frustration ou un faux départ, et puis souvent un peu de tout cela parce qu'il manque à la fois une vision et des compétences et peut-être un plan d'action. Il est rare qu'il ne manque qu'un seul élément. Et ce que j'ai essayé de montrer dans les cours précédents, c'est qu'il manquait effectivement peut-être un plan d'action, il manquait peut-être des ressources, il manquait peut-être des compétences, il manquait peut-être de l'incitation, mais je crois que le manque qui se fait le plus sentir, c'est la vision. On manque d'une vision. L'école française manque d'une vision ou d'une visée politique, comme vous voulez, c'est-à-dire d'un projet. Si on veut que ça change, eh bien il faut savoir où on va. Et je vous renvoie à ce proverbe chinois que j'ai utilisé dans la dernière séance. Si tu veux tracer un sillon droit, accroche ta charrue aux étoiles. Eh bien, précisément, il faut pouvoir voir loin. Il faut avoir un horizon pour savoir où on va et de façon à ce que tous les tâtonnements, toutes les difficultés qu'on rencontrera nécessairement sur le chemin, de façon à ce que tout cela prenne sens et qu'on parvienne à dépasser les frustrations, les déceptions qu'il peut y avoir sur le chemin parce qu'on sait où on va et donc on peut plus facilement remettre en cause ce qu'on a tenté et ajuster et avancer parce qu'on voit quel est l'objectif, quelle est la finalité. Et donc c'est un moyen d'éviter le découragement d'avoir un projet politique parce que justement, certes, on échoue peut-être parfois, on ne réussit pas tout du premier coup, mais on est motivé parce qu'on sait où on va et on a toujours envie d'y aller. On garde cette envie d'y aller. Sans vision politique, c'est assez difficile de se relever des échecs et on risque de s'enfermer à nouveau dans une routine qui sera nécessairement incertaine parce que on ne sait pas très bien où ça nous mène et on se laisse porter. Donc la question que je pose dans cette dernière séance aujourd'hui, c'est celle du projet politique qui porte le projet de démocratisation de l'école. Depuis les années 60, la démocratisation, c'est l'objectif affiché
C'est l'horizon affiché des politiques scolaires. Donc on pourrait dire, ah bah oui, on a un projet politique, c'est la démocratisation. Et précisément, moi je pose la question, est-ce que ce projet politique, on est bien d'accord sur ce qu'il signifie? On peut être d'accord sur un mot, mais il n'est pas certain qu'on lui donne tous la même signification. Et c'est ce que je voudrais étudier aujourd'hui, en commençant par étudier la façon dont on a géré, la façon dont on a fait face, voilà, à la massification. La façon dont on a fait face à la massification, donc depuis les années 60, vous savez, avec 2 vagues de massification, je ne reviens pas sur ces données historiques que j'avais données lors d'une précédente séance, mais première vague de massification dans les années 60, deuxième vague de massification dans les années 80, et la question qui s'est posée à ce moment-là, c'est oui, si on veut que cette massification permette une véritable démocratisation, eh bien, il va falloir organiser l'orientation. Et ça, ce mot est entré dans le discours public sur l'école dans les années 60. L'orientation, c'était nécessaire parce que aujourd'hui, il ne s'agit plus seulement de faire parcourir à tout le monde le même parcours vers une socialisation bourgeoise, ce qui était un peu le rôle du lycée, du baccalauréat, de l'université autrefois. Il ne s'agit plus seulement d'amener tout le monde à suivre un même chemin, il faut au contraire permettre une certaine diversité des parcours pour que chacun trouve sa voie. Et le rôle de l'école est de permettre à chacun de trouver sa voie. Je vous rappelle que l'école, elle a affaire désormais à des individus. Et elle doit se comporter comme une école qui forme des individus, justement, et qui répond à des besoins qui sont différents d'un élève à l'autre. Donc l'orientation est présentée depuis les années 60 comme une réponse à cette évolution, à ces besoins, à ces nouveaux besoins. Alors, est-ce que c'est bien l'orientation qu'on veut ou est-ce que ça ne serait pas la sélection? Et c'est ce que je voudrais montrer ici, qu'en fait, on n'a jamais été très clair. Or, c'est pas tout à fait la même chose. L'orientation, c'est permettre aux gens de choisir la voie qui leur convient le mieux. On pourra dire la sélection, c'est aussi permettre de choisir la voie qui leur convient le mieux, sauf que la sélection, c'est l'élimination progressive sur un chemin unique. Il y a un chemin, et puis progressivement, eh bien, on écarte ceux qui ne parviennent pas à le suivre. Et ce chemin est le même pour tous, on doit tous suivre le même parcours. Bon. Ça, c'est le parcours de sélection, et qui a sa légitimité. Si on veut un chemin ambitieux, il faut des gens qui soient capables de le suivre. Bon. Mais l'orientation, théoriquement, c'est pas l'esprit. L'orientation, c'est justement arriver à des carrefours, et puis à chaque carrefour, se rendre compte qu'il y a plusieurs chemins, et donc permettre à chacun de choisir le chemin qui lui conviendra le mieux, et éventuellement même de revenir en arrière, pourquoi pas. Cette politique d'orientation, qui devient la politique officielle dans les années 60, elle a un problème, un premier problème. Pour pouvoir être un véritable projet mobilisateur qui crée une dynamique de changement qui entraîne tous les acteurs, eh bien, il faudrait qu'elle soit affirmée au grand jour et que ça devienne un projet qui fasse l'objet d'une véritable communication, d'une véritable mobilisation, d'un véritable débat public. Or, c'est une politique, la politique d'orientation, qui a été menée dans une certaine discrétion. J'ai envie de dire, même parfois, on se demande si elle n'a pas été un peu honteuse, si on ne l'a pas un peu cachée et qu'au fond, on n'a pas souhaité en dire beaucoup plus. En tout cas, discrète, honteuse ou même, pourquoi pas, voyante et ostensible, je ne sais pas, certains diront, mais si, on en a parlé. Oui, c'est vrai qu'on en a parlé. Bon, assumé ou caché, en tout cas, il est flagrant que cette politique a manqué de clarté dans les années 60. Quand je parle de discrétion, par exemple, le fait que l'élévation à 16 ans de l'âge de fin de l'instruction obligatoire par Berthoin en 1959, c'est un peu l'un des actes fondateurs de la mise à l'agenda de la démocratisation. C'est-à-dire maintenant les élèves ils doivent rester à l'école jusqu'à 16 ans, donc on veut réellement élever le niveau
et on veut réellement préparer chacun à des apprentissages complexes. On n'apprend pas la même chose quand on reste jusqu'à 16 ans que quand on reste jusqu'à 13 ans, même 14 ans comme c'était le cas depuis le Front populaire. Or, cette élévation à 16 ans de l'âge de fin de l'instruction obligatoire, elle est faite par une ordonnance. Une ordonnance, c'est un texte donc de l'exécutif qui n'est pas discuté à l'Assemblée et qui a une valeur symbolique et une valeur réglementaire, somme toute assez faible. Pour une décision aussi importante, aussi déterminante, qui devrait théoriquement être une réforme paradigmatique et pas seulement une réforme mécanique. Il ne s'agit pas seulement de dire les élèves restent dans les établissements, voilà. Non, il faut imaginer une autre école. Pour ça, on aurait pu imaginer une loi, c'est-à-dire un texte qui est discuté au Parlement, qui est débattu, sur lequel chaque parti politique doit se positionner, alors pour, contre, on propose des alternatives, mais au moins le pays tout entier se mobilise pour une réflexion là-dessus. Eh bien non, c'est une ordonnance. Une ordonnance, ça ne se discute pas. Voilà, c'est décidé par le gouvernement. Et comme ça, c'est plus rapide et on évite justement d'en parler. C'est assez curieux. Et de fait, cette réforme qui devait être paradigmatique, elle a pris un peu le tour d'une réforme mécanique, puisqu'on a vu, je vous en parlais dans une précédente séance, que arrivé en 1967, lorsque les jeunes nés en 1953 ont atteint 14 ans, donc la première génération qui devait rester jusqu'à 16 ans, arrivé en 1967, on s'est demandé, mais qu'est-ce qu'on va en faire? Donc on les a maintenus dans les établissements, mais en fait on n'avait pas vraiment prévu le nécessaire pour les accueillir. Donc là, il y a manifestement un défaut de mobilisation des acteurs, et je pense que le mode de décision politique pour lancer cette réforme a une part de responsabilité dans ce défaut de mobilisation des acteurs. Manifestement, on ne s'est pas demandé dans les années 60, ou du moins on ne se l'est pas demandé assez fortement, on ne s'est pas demandé comment on allait répondre à cette nouveauté, c'est-à-dire que tous les élèves resteraient jusqu'à 16 ans. Je vous rappelle qu'en 1967, il y avait encore un quart des élèves qui arrêtaient l'école à 14 ans. Donc les maintenir jusqu'à 16 ans, ça faisait un changement significatif. Alors, quand je parle d'une politique menée dans la discrétion, voire même menée honteusement, honteusement, ça ne veut pas dire que c'est une politique qui fait honte, mais c'est une politique qu'on n'ose pas affirmer, afficher clairement. Quand je dis ça, c'est par exemple quand je regarde le décret Berthoin. Alors attention, l'ordonnance Berthoin élève à 16 ans la fin de l'âge de l'instruction obligatoire. Mais le décret Berthoin, qui est pris au même moment, en janvier 59, et je vous renvoie à la chronologie qui est sur le Polycope, que vous pouvez télécharger sur la Dropbox, le décret Berthoin, lui, il met en place le trimestre d'observation en 6e. Vous savez que les 6e, la classe de 6e était différente selon les établissements, et puis surtout selon qu'on prenait 6e classique avec latin ou 6e moderne sans latin. Et ça... Donc dès la 6e, dès l'entrée en 6e, les enfants étaient séparés entre classique et moderne. Il y avait déjà une orientation qui se faisait à ce moment-là, et ça nuisait à l'unification justement des systèmes scolaires. Et ce que change le décret Berthoin, c'est qu'il met une brèche il ouvre une brèche dans ce système, dans cette muraille entre le classique et le moderne, en disant désormais on fera plus de latin en 6e jusqu'à Noël. C'est seulement à partir de janvier qu'on choisira entre classique et moderne. Alors un trimestre, c'est pas grand-chose, n'empêche que on a unifié, ça y est, on a unifié le primaire, le secondaire, le classique, le moderne, on l'a enfin unifié sur un trimestre. Et à partir de là, le verre était dans le fruit et ça a continué. Et en 68, on a mis le latin, à la rentrée 68, on a mis le latin en 4e. Donc là, c'est carrément 6e et 5e qui étaient unifiés. Et ensuite, ça a permis d'ouvrir la voie pour le collège unique de 75 avec la réforme Abi. Ce décret Berthoin, c'est donc un acte qui a permis de débloquer un petit peu cette situation, parce que ça faisait depuis la Libération, en fait, depuis 1945, qu'on voulait organiser cette unification et qu'on ne parvenait pas à le faire. Pourquoi je reparle de ce décret Berthoin? Parce que
dans le préambule du décret Berthoin, il parle avec un ton effrayant, un ton volontairement effrayant, il parle de, je cite, la perspective de lycées bientôt submergés par 1 million d'élèves. Des lycées bientôt submergés par 1 million d'élèves. Oh là là, on a peur, on a peur.